Alors, Michel Cotta, vous êtes en train d'écrire les carnets, vous êtes en train de publier, pardon. C'est terminé, tout est sorti, ou vous en avez bien encore quelques-uns en réserve? Non, vraiment. Bon, donc il va falloir que nous nous satisfassions de ce qui existe déjà. Euh, Est-ce que la question de la légitimation du pouvoir se pose aujourd'hui d'une façon si cruciale que la question soit vraiment une question d'actualité? Franchement, oui, je ne sais pas comment vous êtes tombé sur ce thème et si c'est vraiment par hasard, mais c'est vrai qu'il me semble que c'est un thème qui va être essentiel, qui est essentiel et qui va l'être encore plus dans les mois qui viennent. Alors, naturellement, ma spécialisation politique fait que je pense effectivement à la campagne, mais dans bien d'autres domaines. Alors, oui, c'est vrai, euh, légitimation, délégitimisation, c'est le problème numéro un. Et c'est vrai que la presse, puisque je vois ça de l'endroit où je suis, la presse joue un rôle absolument considérable dans cette espèce de jeu de massacre, qui dit celui-là est légitime, celui-là est illégitime. Mais je note que c'est pas seulement la légitimité du pouvoir, ça peut être aussi la légitimité de l'opposition. Donc la légitimité de n'importe quelle figure qui parle au nom, à un nom collectif, au fond. Quand c'est une figure individuelle qui dit ce qu'elle a à dire, pas de problème. On ne se pose même pas la question de sa légitimité. En revanche, quand c'est quelqu'un qui incarne un mouvement d'idées, de pensées, alors se pose la question de sa légitimité. Et la presse joue à boulet rouge contre la légitimisation, il me semble, pour deux raisons. Une raison qui tient à la presse elle-même, c'est-à-dire que nous voyons en ce moment se développer une sorte de course entre la presse écrite telle que nous la connaissons et la presse nouvelle, Mediapart, Le Poste, qui joue un rôle absolument mais capital dans la délégitimisation quotidienne de chacun. Et dans ce but, on voit très bien comment se fait l'information en ce moment. Avant, je veux dire, il y a quelques années, ce qui faisait l'information, c'est la radio le matin, les éditoriaux de radio le matin, Le Monde l'après-midi, et tout le monde repartait pour le jour d'après. Aujourd'hui, on voit très bien que ce qui fait la délégitimisation, en revanche, c'est Mediapart le matin, après quoi les éditoriaux enchaînent sur Mediapart, Le Monde rebondit sur Mediapart, c'est le Post, Slate, Rue 89. Cette forme de média, voilà. finalement. Alors, cette forme de média qui, au fond, a plus de liberté que ne l'avait la presse écrite, comme si les écrits ne volaient pas, justement. Cette presse qui passe par informatique, cette presse qui passe par l'ordinateur, et se croit beaucoup plus libre, donc il faut bien dire, vérifie beaucoup moins ses sources, et en revanche bénéficie de sources dont ne bénéficie pas la presse écrite. Hein. Exemple, pas la peine de parler longtemps de l'affaire Bettencourt. C'est vrai que les enregistrements sont allés directement à Mediapart, qu'après tout le monde s'en est servi, mais que les sources sont maintenant... L'embrayage avec l'opinion est voilà, par là plutôt ça se qu'ailleurs. passe comme ça. Voilà. La deuxième, comme ça, interrogation, mais que je livre sans être sûr de... c'est qu'au fond, la revendication essentielle aujourd'hui, c'est une revendication d'égalité. Et tout le monde est égal devant la critique, au fond. Donc pas de raison de s'en dispenser. Et en même temps, quand on voit bien que quelqu'un n'est pas égal à l'ensemble des gens, on voit bien qu'un leader politique n'est pas égal, et bien on veut le ramener au niveau où est tout le monde. Et je trouve que cette revendication d'égalité, qui est surtout économique, est aussi maintenant rentre dans le comportement des gens vis-à-vis des leaders, qu'ils soient de majorité ou de l'opposition. Alors, ce qui me paraît quand même évident, mais ça peut-être que je me trompe, et Raymond le dirait, ça ne pousse pas, Raymond? Ça ne pousse pas. Oui. Malheureusement sur vous, passons. Bon. Alors, la question que je pose sur l'égalité, c'est ce mouvement fortement
économique est-il aussi une donnée nouvelle? Et est-ce que cette revendication d'égalité touche, ce que je ne crois pas d'ailleurs, je dirais que touche les politiques, hein, mais beaucoup moins les capitaines d'industrie. Alors les capitaines d'industrie, c'est vrai qu'on met en lumière leur salaire, leur parachute, oui, les patrons, leur salut, leur parachute, mais ils ne souffrent pas de délégitimisation. Autant on entend tel ou tel leader, au fond, est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il a l'autorité, est-ce qu'il est investi, est-ce que... Autant je n'entends jamais dire qu'un leader un capitaine d'entreprise est illégitime. En tout cas, pas de la même façon. Et franchement, je vais vous dire, pourtant, ça me paraît nettement plus justifié. La question serait nettement plus justifiée qu'avec des politiques dont le parcours est plus classique, si j'ose dire. Monsieur Villard, Madame Cotta regarde bien ou vous avez un sentiment différent? Comme vous l'avez constaté, j'ai commencé à être dans ma caricature puisque j'ai fait acte de prévarication en faisant croire à Raymond Soubi que le billet de 50 € qui était par terre était le sien, alors qu'en réalité, je venais de le jeter. Blague dans le coin. Oui, alors pour reprendre votre question, clairement, moi j'ai le sentiment qu'il y a une crise de confiance en les élites, en les différents pouvoirs. J'y vois tout un tas de causes. J'en vois trois principales. La première, c'est que les frontières entre les différentes sphères de pouvoir se sont largement estompées. Il y a de fortes porosités entre ces sphères, notamment à l'occasion de la crise. Il y a eu une sorte de relégitimation de l'intervention de la puissance publique dans l'entreprise, avec un paroxysme qu'on a vécu de façon très douloureuse. Raymond Soubi n'était plus à l'Élysée, ça a été cette histoire de primes versus dividendes d'il y a quelques mois, où on s'est dit mais il s'en fout, de quoi il se mêle. Ça consiste à distribuer de l'argent qu'on n'a pas, et en intervenant en plus sur un vecteur qui était complètement inutile, puisqu'on avait tout un tas de dispositifs permettant d'assurer le partage. Donc il y a une sorte de relégitimation de la sphère publique et gouvernementale dans l'entreprise. J'observe également, pour y pratiquer un peu, que les frontières entre le monde associatif et le monde de l'entreprise sont également en train de s'estomper, c'est-à-dire que le monde associatif est en train d'adopter, ce qui me paraît d'ailleurs très bien, des règles de fonctionnement plutôt issues de la sphère économique. On parle même d'entrepreneuriat social. À l'inverse, nos entreprises intègrent de plus en plus des problématiques et des thématiques qui auparavant étaient des thématiques qui étaient l'apanage presque exclusif soit de la puissance publique, soit du monde associatif. Donc on sent bien que ces différentes sphères de pouvoir sont en train de s'estomper et au fond, en donnant l'impression aux observateurs que tout le monde touche un petit peu à tout, ce qui du coup conduit à délégitimer tout le monde. La deuxième raison, c'est que ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on vit de façon particulière dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on essaye de nous faire croire que l'on peut, à base de processus, de procédures, d'inventaire des risques, de contrôle des risques, au fond, on peut éradiquer toute forme de risque et faire une entreprise qui soit exempte de tout risque. Et plus on procède de la sorte, et plus en réalité, on donne à penser que nos entreprises sont essentiellement des grosses machines des objets de process, techniques, de procédures, avec des rouages très compliqués, et on finit par en oublier que derrière ces rouages, il y a des hommes et des femmes qui sont mus par une énergie entrepreneuriale. Absolument. Et ça aussi, c'est facteur de délégitimation. Et puis, ma troisième réflexion, qui explique à mon sens pourquoi on est en phase de délégitimation, c'est que les écosystèmes dans lesquels nous avons à bouger sont des écosystèmes qui sont de plus en plus complexes et au fond, beaucoup d'entre nous passons beaucoup trop de temps à essayer de comprendre les évolutions de ces écosystèmes, à essayer de les anticiper de façon à être dans la réactivité par rapport à ces écosystèmes. Et toute cette énergie, passer à comprendre, c'est de l'énergie en moins, passer à ce qui permettrait de construire la légitimité, c'est-à-dire construire du sens, et travailler sur l'utilité sociale, l'utilité publique de nos entreprises. Alors évidemment, par rapport à tout ça, on a dans l'entreprise des réponses, je ne vais pas détailler, j'en donnerai très rapidement trois. D'abord, nos entreprises doivent encore plus qu'auparavant travailler et ensuite communiquer sur leur utilité sociale, leur utilité publique, ce
ce qu'auparavant on pouvait appeler le projet, mais qui doit être un projet qui dépasse les frontières du seul économique pour être un projet qui intègre de plus en plus une dimension sociale, voire de plus en plus sociétale. C'est absolument indissociable. Ensuite, nos entreprises doivent travailler, elles le font, n'en déplaise aux politiques qui nous donnent parfois des leçons, à travailler à partager la valeur. Oui. Hein, c'est l'actionnariat salarié. Chez Vinci, on a un salarié sur deux qui est actionnaire salarié. Et donc, on a jeté des passerelles entre le monde du capital et le monde du travail. C'est le développement de l'employabilité. C'est une autre manière de partager la valeur. C'est un espèce de pacte de confiance avec les collaborateurs sur le thème. On va tâcher de développer ta capacité à être compétent et à être professionnel chez nous, mais également ta capacité à potentiellement développer cette capacité à te faire employer si d'aventure tu es amené à nous quitter. Et puis également, dans le sens du partage de la valeur créée, de continuer à faire fonctionner l'ascenseur social. Et puis enfin, le dernier point, qui est en réalité pour moi le plus important, c'est que l'entreprise doit s'attacher à être un acteur de proximité. En se décentralisant et en donnant une autonomie suffisante à ces acteurs locaux, parce que les écosystèmes pris au niveau national et a fortiori international sont beaucoup trop complexes pour être intégrés par une personne unique au sommet. Les écosystèmes ne peuvent être correctement appréhendés qu'à la condition d'être pris par la base. Et ça suppose qu'on donne de l'autonomie à nos entités locales de façon à ce que ces entités locales, et notamment leurs patrons, soient des acteurs du dialogue avec toutes les parties prenantes au niveau de l'écosystème local. Donc oui, délégitimation, pour les raisons que j'ai évoquées, mais oui également un certain nombre de réponses dans nos entreprises. Voilà, donc des voies de relégitimation, mais sous une autre forme de ce qu'on a quitté au fond dans une période antérieure. Monsieur Soubi, ce bazar de la légitimité, alors vous êtes un peu des deux côtés, vous êtes entrepreneur, vous sortez de fonctions de conseil dans le monde politique. Oui, le côté bizarroïde de ma personne fait que quand j'ai vu le thème qui a été proposé, je me suis dit, comme un personnage d'Alexandre Dumas, diantre, que veulent-ils dire? En clair, qu'est-ce que c'est que la légitimité? Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que la délégitimation? En bons universitaires, nous ne voulons rien dire, nous voulons vous entendre. Non, la légitimité d'un système, cela veut dire que ce système, ou la légitimité d'un pouvoir, ça veut dire que ce pouvoir sont désignés et exercent leurs fonctions conformément à l'ordre des règles qui ont été préétablies. C'est ça que ça veut dire. Bon. Or, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce ne soit pas le cas. Je crois que c'est le cas. Et que donc, lorsque vous évoquez le thème de la légitimation ou de la délégitimation, moi je dirais que c'est plutôt le thème de la reconnaissance ou de l'absence de reconnaissance au sens premier du mot des différentes institutions politiques ou dans l'entreprise. Ce n'est pas qu'elles ne soient pas légitimes. Les politiques sont légitimes, ils ont été élus. Les chefs d'entreprise, ils ont été désignés par le conseil d'administration, ils sont légitimes. Pas qu'ils ne soient pas légitimes. La question est de savoir s'ils sont reconnus par les citoyens et ou par les salariés comme accomplissant les missions qu'ils devraient accomplir. Et je crois que c'est là qu'il y a aujourd'hui le problème. Parenthèse, c'est pas nouveau. Quand les parlements d'ancien régime disaient au roi de France qu'il veillait à l'application des lois fondamentales du royaume qui s'imposaient au monarque lui-même, au fond, il contestait la légitimité, dans ce sens-là, du régime. Lorsque vous lisez, si du moins c'est l'une de vos lectures favorites, les libelles qui fleurissaient en Hollande au XVIIe ou au XVIIIe siècle, c'était en effet une non-reconnaissance du régime. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. C'était aussi décapant que Mediapart aujourd'hui. Oui, oui, c'était le Mediapart de l'époque. Pardon. Et d'ailleurs, quand vous lisez Mediapart, ce que comme Michel Cotta, je fais tous les jours, et quand vous lisez les libelles d'Ancien Régime, ce que comme Michel, je ne fais pas tous les jours, vous voyez que la violence est quelquefois plus grande du côté des libelles que du côté de notre ami M. Plenel. Bon. Alors, cela étant posé, c'est vrai qu'il y a
une perte de reconnaissance, donc j'insiste bien sur le mot, des institutions politiques, et je le crains, des institutions d'entreprise. Et alors, on le voit tout à fait bien lorsqu'on regarde les enquêtes actuelles. Qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord, on voit surtout que les pouvoirs ne sont pas considérés comme efficients par rapport aux attentes des intéressés, citoyens et salariés. Bon. Ces enquêtes dont je parlais, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Qu'est-ce qu'elles nous montrent? Elles nous montrent que prenons l'exemple des Français, avant que notre ami anglais intervienne et ne fracasse ce que je viens de raconter, bientôt. Qu'est-ce que nous disent ces enquêtes? Elles nous disent que les Français pensent que l'âge d'or, il est derrière, il n'est pas devant. On va vers le grand noir. Bon, on quitte le paradis, si jamais le paradis a existé. Les Français considèrent qu'ils ne croient plus au projet collectif, ni au projet collectif politique d'une nation, ni même parfois, je serai nuancé, au projet des entreprises, au projet global des entreprises. Troisièmement, on voit très bien dans les entreprises, je regardais avant de venir toute une série d'enquêtes là, qui ont été faites très récemment sur les entreprises. On s'aperçoit que bien souvent, et en particulier dans le management, il peut y avoir, je ne dis pas qu'il y a toujours, mais il peut y avoir une impression de solitude, une impression de désarroi, une impression de déconnexion et une impression de complexité des processus dans lesquels ils se perdent. Et donc, et les politiques, c'est pareil, parce que les politiques, c'est leur responsabilité. Je veux dire pourquoi. Les politiques promettent monts et merveilles, enfin en tout cas, c'était la figure imposée jusqu'à présent, je ne sais pas si ça va changer, promettent monts et merveilles aux élections. Or, une grande partie des décisions importantes leur échappent. Par exemple, 70% des réglementations appliquées en France viennent des communautés européennes. Elles ne viennent pas vraiment du législateur français. Or, l'homme politique français, candidat aux élections, dit « je vais changer ceci » ou « je vais changer cela », et il sait pertinemment qu'il ne peut pas le faire. Donc, il soulève une attente à laquelle il sait qu'il ne peut pas répondre. Donc, en quelque sorte, il creuse, si j'ose ainsi m'exprimer de manière un peu osée, la tombe de sa propre délégitimation. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, je dirais, nous sommes dans des systèmes légitimes. Dans le domaine politique, il y a le Conseil constitutionnel, on renforce tous les jours ses pouvoirs, il y a cette merveille qui est la question prioritaire, préjudicielle de constitutionnalité à disposition des citoyens, merveille démocratique, il y a le rôle renforcé du Parlement. Bref, il y a une série de poids et de contrepoids qui devraient accroître la légitimité du système. Or, les citoyens ont l'impression inverse. Et je crois qu'ils ont l'impression inverse parce qu'ils doutent profondément de l'efficience dans un monde troublé de leurs gouvernants de tous ordres. Simon Goldsworthy, thank you for giving us the opportunity to have our first bilingual session. I hope this will repeat in the future. Thanks to Philippe Scheiner, you're up to date on the various points of view. Yep. This poses the question, in a way, of who is at the helm and the person. What about the British view, which Mr. Soubi meant that he would destroy his own vision of the situation? Well, yes, the view from my little island, which is lost in the mist today in the Channel. Well, one thing I think I could add to what has been said is that the media in Britain is under enormous pressure at the moment. We have a bigger national newspaper press than here, but it is suffering. And what we can see is an increasingly ascendant PR industry.
and an industry which actually employs many more people than are employed in the media. If you want to. I think that. Yes, it works. Okay, Yeah. go ahead. Okay, and this is a PR industry which is employed by all political parties, by government, by opposition, by companies of all kinds, but also, very importantly, by the not-for-profit sector, by campaigning organizations, NGOs. So what you have in a sense now is a media which is weakening and a PR industry which is actually providing most of the media content. But it's not a monolithic PR industry, it's a competing industry with different voices involved in attacks of different kinds. This is, of course, something which PR people generally don't like to talk about because they don't like to talk about being in the business of attack, and they don't necessarily like to admit to some of the tactics they get involved in when it comes to defense. But there is a real arms race going on there as organizations gear up their public relations machines in this kind of environment. And this very much arises from the kind of issues which we've heard talked about here, because obviously your reputation as a company, as an organization, as a government depends very much on the success of your PR. It goes further than that, because communications professionals have become so powerful in our society, because communications professionals have become so important in our society, they have come in many ways to dominate our political system. So I accept very much that much is now decided in Brussels, something which we're particularly concerned about in Britain. But even for those small areas which are left to our national government to decide, we actually have a real problem that we have a real problem that the political... Simon, I would suggest you change microphone with Mr. Villard, and you will share the microphone, because this one doesn't seem to be quite in order. Thank you. Okay, I will carry That on. works. We have a Please real do. problem that we have political power left in the hands of communications officials, professional communicators, who are adopting modern market research techniques to devise their policies. And that means that there's actually now very little difference between the political programs or platforms offered by our political parties. Once that wasn't the case, but now, despite all the rhetoric, we can actually see these political parties as offering near identical platforms to the electorate. Something which, of course, they deny. What does that mean? What that means is that it's in part an explanation of the political passivity of particularly young people, I think, who can sense that what they're being offered is essentially the same thing dressed up in different clothes by different political parties. And that's one of the reasons why young people in Britain, but I believe in other countries, are now very unlikely to be active in politics, very unlikely to join political parties, and actually rather unlikely even to vote in elections. So I think all of these factors come together. Merci Simon. Alors, la photo RP, la photo marketing, la photo RP qui ont une puissance de plus en plus grande face aux médias, la photo marketing qui a tendance à homogénéiser les programmes des partis. Donc finalement, la nécessité de construire une figure de candidat plutôt qu'une plateforme qui soit différenciante.